Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à un mot qu'on entend absolument partout, la transition écologique. Mais et si ce mot finalement nous cachait l'essentiel? Et si pour vraiment avancer, il fallait adopter une toute autre grille de lecture? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Allez, on rentre direct dans le vif du sujet avec la question qui fâche. Cette fameuse transition écologique ne serait-elle pas, au fond, une sorte de piège? Une fausse bonne idée qui nous empêcherait de regarder les vrais problèmes en face? Bon, première partie, pourquoi est-ce qu'on doit aller au-delà de cette idée de transition? En fait, le problème avec ce mot, c'est qu'il sonne facile. Il est souvent présenté comme une sorte de formule magique, un truc qui permettrait de tout arranger sans qu'on ait à faire de choix vraiment difficiles. Et c'est justement là que se cache le piège. Et voilà, on touche au cœur du problème. Le discours ambiant, c'est que la transition va nous permettre de concilier tout. Le développement économique d'un côté, l'écologie de l'autre, en gros, le fameux beurre et l'argent du beurre. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette promesse d'un monde où tout le monde est gagnant, est-ce qu'elle tient vraiment la route? Alors, pour bien saisir d'où vient toute cette tension, il faut remonter un peu le temps. On fait un petit saut dans les années 70. C'est à ce moment-là qu'une véritable fracture idéologique est apparue. Et là, le choc des visions est radical. D'un côté, on a ce qu'on appelle l'écologie profonde qui nous dit en gros « stop, il faut tout revoir à la racine même de notre modèle de société ». Et de l'autre, l'écologie de surface, beaucoup plus pragmatique, disons, qui propose plutôt d'aménager le système existant pour qu'il soit moins polluant. Et ce débat, qui a presque 50 ans, il est plus que jamais d'actualité. Ce schéma, qui s'inspire des travaux du philosophe Luc Ferry, illustre parfaitement cette opposition. D'un côté, les partisans d'une révolution du modèle. De l'autre, ceux qui visent une simple réforme, qui s'attaquent aux symptômes, la pollution visible, sans jamais vraiment remettre en cause la structure du système. Ok, maintenant qu'on a le contexte historique, penchons-nous sur notre manière de penser aujourd'hui. Nos outils, nos méthodes, sont-ils vraiment adaptés aux défis? On va voir que même des approches très à la mode, comme la RSE ou le design thinking, reposent en fait sur des bases qui sont peut-être un peu bancales. En fait, d'après l'analyse, notre approche est biaisée par 4 idées fausses qui nous paralysent. La première, c'est de croire que la crise écologique est juste un problème technique qu'on va finir par résoudre. La deuxième, c'est de penser que le souci, c'est un manque de moyens, alors que le vrai problème, c'est peut-être nos objectifs eux-mêmes. Troisième illusion, l'idée qu'on peut tout piloter, tout contrôler scientifiquement. Et enfin, le mythe ultime, croire que cette fameuse transition peut se faire en douceur, sans renoncer à quoi que ce soit. Et c'est là que cette citation d'Einstein résonne incroyablement fort. Un problème créé ne peut être résolu en réfléchissant de la même manière qu'il a été créé. C'est limpide, non? On ne peut pas éteindre un incendie en utilisant la même logique que celle qui a mis le feu. C'est un appel en fait à changer de logiciel. Bon, alors, si le concept de transition est un cul-de-sac, on va où? Quelle est l'alternative? C'est là qu'on va introduire un nouveau concept, un nouvel horizon pour les organisations. L'idée de maturité écologique. La maturité écologique, qu'est-ce que ça veut dire exactement? La définition proposée ici par Alexis Durin-Janson est hyper intéressante. Il ne parle pas d'un état final, d'un point d'arrivée, mais d'une capacité. C'est la capacité d'une organisation à comprendre et agir en prenant en compte la complexité des enjeux écologiques du local à l'international. C'est quand même autre chose que de juste parler de transition, non? Et concrètement, ce cheminement, ça peut ressembler à ça. Ce modèle, c'est celui de Primatera. Alors oui, ça a l'air un peu complexe avec ces 22 séquences, mais l'idée à retenir, c'est que c'est un vrai parcours, pas une simple checklist. Ça part d'un choc, ça passe par une phase de remise en question profonde, presque un deuil, pour aller vers une transformation réelle. C'est un processus qui change l'organisation en profondeur. Pour rendre ça plus digeste, on peut découper ce parcours en 5 grandes phases. Tout commence avec la phase 0, le choc. C'est l'étincelle, l'événement qui oblige à réagir. Ensuite, phase 1, on entre en remise en question. On questionne tout. Puis, phase 2, la remobilisation. On commence à initier des petits changements. La phase 3, c'est le déploiement engagé. Là, ça devient une vraie politique d'entreprise. Et enfin, le Graal, la phase 4, la redirection écologique. L'organisation ne cherche plus juste à être rentable, mais à répondre à des besoins vitaux. Mais attention, ce chemin vers la maturité, ce n'est pas une promenade de santé. C'est plutôt un sentier de montagne, plein d'embûches. Et pour ne pas tomber, il faut connaître les pièges principaux. Et justement, il y a 5 grands risques à avoir en tête. En fait, il y en a un pour chaque phase qu'on vient de décrire. Alors, regardons ça de plus près. Pour la phase du choc, le risque, c'est la stratégie du choc, c'est-à-dire utiliser la crise pour faire passer des choses qui n'ont rien à voir. Pour la phase 1, le piège classique, c'est le greenwashing. On communique beaucoup, mais on ne fait rien en profondeur.
En phase 2, le risque, c'est de ressortir les vieilles recettes qui ne marchent pas, juste pour limiter la casse financièrement. Pour la phase 3, c'est de vouloir franchiser des solutions toutes faites sans les adapter au terrain. Et enfin, pour la phase 4, le piège ultime, on externalise les activités sales pour ne garder que la façade propre en interne. La vigilance doit être permanente. Et ce risque de franchiser les solutions, il est particulièrement subtil. Le problème ici, ce n'est pas une mauvaise intention. Au contraire, c'est souvent de vouloir trop bien faire, en appliquant des modèles écolos qui ont marché ailleurs, mais sans tenir compte du contexte local. C'est un peu l'écologique copier-coller, et ça ne fonctionne jamais. Voilà. Au final, ce qu'on retient de cette analyse, c'est qu'il n'y a pas de recette magique. Mais elle nous pousse à nous poser une question fondamentale. Concrètement, ça voudrait dire quoi, atteindre cette maturité écologique, pas juste en théorie, mais pour une organisation qu'on connaît, pour sa propre ville ou même pour son quartier? C'est peut-être la question la plus importante, et c'est sur cette réflexion qu'on se quitte.